Isance, je suis ravi de te recevoir. On se connaît bien par ailleurs, donc mais c'est pas comme ami que je te reçois aujourd'hui, c'est comme grande spécialiste du sujet dont on va parler. Je te présente rapidement. Tu es chargé de mission IA auprès du coordonnateur intelligence artificielle pour la gendarmerie nationale. Tu es docteur en droit. Bonjour docteur. Bonjour. Tu as été chercheuse pendant une dizaine d'années sur le sujet de l'IA et de la robotique dans le milieu de la défense. Tu travailles dans celui de la sécurité aux côtés du coordonnateur. Tu es intervenante en géopolitique et en droit de l'intelligence artificielle dans différentes universités, dont la Sorbonne. Voilà, je n'ai rien oublié. Parfait pour l'instant. Voilà. J'ai pas besoin de corriger. Encore un CV extrêmement impressionnant. On va donc traiter du sujet risque et sécurité, au fond, en prenant à la fois un cas d'application important qui est la gendarmerie nationale, les forces de l'ordre, la souveraineté. On est dans le plus régalien qui soit, mais aussi déborder un peu sur des sujets qui sont chers à ton cœur. On en parlera tout à l'heure, on élargira. N'aie pas peur, c'est conformément au plan, je te vois un petit peu te décomposer. Définissons le sujet d'abord. C'est quoi la menace? C'est quoi la définition du risque très simplement auquel tu t'attaques? J'ai envie de dire que la menace, elle existe déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, depuis que l'espace numérique se structure en fait, avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée du téléphone. Du coup, la menace numérique, elle est en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Ça, c'est bien le slogan de la gendarmerie. Du coup, c'est presque instinctivement qu'elle s'est mise sur cet espace numérique depuis justement cette vingtaine d'années. Un tout petit peu moins pour l'intelligence artificielle, mais ça se joue vraiment à 2-3 années, puisque en fait, finalement, dès 2003-2004, elle a commencé à recruter des chercheurs en intelligence artificielle. Et du coup, effectivement, elle s'est positionnée. Alors, on parle d'espace numérique. J'aime à dire, en fait, qu'on parle d'un nouveau territoire. C'est un nouveau territoire à conquérir. Donc, dedans, vous avez effectivement des grandes entreprises, des PME, des citoyens. Du coup, c'est vraiment très naturellement que la gendarmerie, qui cherche à protéger à la fois ces entreprises et ces citoyens, que la gendarmerie s'est positionnée sur ce territoire-là. C'est d'autant plus un sujet que ce territoire-là est une zone de conflictualité, je n'apprends rien à personne. Et comme le disait déjà le chef d'état-major il y a quelques années, c'est un espace de compétition. Du coup, à travers finalement la gendarmerie nationale et la protection de ce territoire, c'est vraiment l'enjeu de la place de l'État dans cet espace numérique qui est en train de se structurer. Précisément, comment la gendarmerie nationale s'est-elle organisée pour traiter un sujet aussi complexe que l'IA, auquel elle n'était pas forcément accoutumée dans les années passées? Comment ça s'est organisé tout ça? Donc déjà, en fait, je dois dire que la gendarmerie nationale a une spécificité que je retrouve nulle part ailleurs pour l'instant. C'est qu'elle maîtrise tout le process au niveau de sa stratégie, c'est-à-dire qu'elle a su attirer des talents. Nous avons des chercheurs en intelligence artificielle dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine juridique. Ensuite, elle maîtrise ce process donc avec cet aspect recherche. Elle le valorise aussi avec ses partenariats avec des entreprises et des universités. Elle maîtrise d'autant plus aussi ce process parce que c'est la manière dont elle le prend aussi, dont elle déploie ses stratégies, c'est-à-dire qu'elle passe par le besoin de terrain, le besoin métier, elle remonte. Et puis là, on se pose la question justement de l'utilité de la technologie comme l'intelligence artificielle. Est-elle utile, oui ou non? Pour qui? Les citoyens, les gendarmes, voilà, et quels sont les impacts? Là encore, une singularité, c'est qu'au-delà de maîtriser tout ce process-là, elle a été très vigilante aussi sur la réglementation qu'elle est finalement arrivée sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et du coup, elle a vraiment anticipé ce sujet-là en mettant à disposition de ses data engineers déjà des premiers guides d'évaluation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce futur projet de réglementation en intelligence artificielle nous impactera tous de la même manière. C'est la notion d'horizontalité voulue dans les réglementations sur le numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nos data engineers? C'est qu'ils devront tous être formés sur le sujet éthique et juridique. Il faudra le prouver.
qu'ils ont été formés. Et donc, la gendarmerie, ça fait déjà 1 an et demi qu'elle a mis en place, justement, sur son site internet qui est dédié à l'intelligence artificielle, un guide d'évaluation où, en fait, nos data engineers répondent à des questions pour checker que, justement, ils ont répondu à différentes exigences juridiques et éthiques. Voilà. On parle d'un sujet extrêmement régalien, totalement corrélé à la sécurité. On parle d'une unité qui a toujours maîtrisé ses ressources et ses technologies. Il y a nécessairement une dose de coopération avec le reste du monde. Comment la gendarmerie coopère-t-elle avec éventuellement des startups, les labos, l'université ? Alors déjà, le bon niveau, finalement, sur ces sujets de sécurité, c'est aussi le niveau européen. Du coup, il y a une forte coopération avec les autres pays européens, enfin les forces de sécurité européennes. C'est important puisque, en fait, on revient en arrière, de ce que je dis tout à l'heure, on parle de territoire numérique à conquérir. Du coup, on le fait au nom de la France, bien évidemment, mais aussi au nom de l'Union européenne. C'est tout le champ des réglementations actuelles. Et donc, il y a d'abord ce niveau européen là. Donc, on a beaucoup de colloques européens, on partage des bonnes pratiques, les cas d'usage, la maturité aussi des technologies d'intelligence artificielle qu'on pourrait déployer. On a également des partenariats avec des universités, bien évidemment. Voilà, ne serait-ce que pour booster notre propre recherche. Parce que, encore, là aussi, c'est une spécificité très gendarmerie, et tant mieux pour nous, chaque citoyen, c'est qu'on a une recherche exploratoire finalement, dans nos murs, qui nous permet de mieux anticiper la menace et donc de mieux réagir à cette menace numérique. Et puis, on ne fait rien aussi sans les entreprises. Du coup, effectivement, partenariat avec des entreprises. Chaque année, vous avez un forum qui s'appelle le Forum Agir, où des PME peuvent rencontrer justement des directeurs de programme de la gendarmerie pour justement savoir si elles peuvent contribuer, répondre aux besoins de la gendarmerie sur des sujets spécifiques. Alors c'est le sujet numérique, mais ça peut être aussi d'autres sujets. Élargissons, si tu le veux bien, le sujet à un autre thème que tu maîtrises et que tu affectionnes, celui de la souveraineté, le lien entre le sujet et la souveraineté. Également dans sa composante réglementaire, l'AI Act, quelle est ta vision sur ce qui est en train de se passer et en quoi on peut chercher à renforcer notre souveraineté à cette occasion? Oui, c'est un sujet qui m'est cher parce que je vais partager un sentiment, c'est que, en fait, sur ce sujet de la souveraineté technologique, on entend beaucoup de choses et je trouve qu'en fait, la France n'a pas beaucoup confiance en elle, sur ses capacités. Et l'Union européenne, finalement, a pris le relais de certains pays qui ne réalisent pas ce qu'elle a sur son territoire. Et l'Union européenne, c'est un peu sa spécificité. Elle a dit, en 2017-2018, au moment où elle a instauré le pacte numérique, elle a dit, bon, ok, on n'a pas de grande big tech, c'est grave et en même temps il va falloir faire avec. Du coup, on va contraindre tous ceux qui vont arriver sur notre territoire justement avec une arme qui est l'arme juridique. C'est pour ça que vous avez ce grand pacte numérique, qu'il y a 10 réglementations qui vont tomber finalement sur nos bureaux, qui arrivent déjà en fait, qui tombent en fait en compte-gouttes justement sur le sujet du numérique pour maîtriser tout le process là. Et donc la souveraineté version Union européenne et version finalement française, c'est vous pouvez venir sur notre territoire, en fait ça sera à nos conditions et on va faire en sorte que de booster finalement ce marché unique européen qui est composé à plus de 90% de PME. Et petite spécificité, parce que ça je le rappelle, avec les États-Unis et la Chine, c'est qu'effectivement, avant de protéger un consommateur, ce qu'ont fait les États-Unis, l'Union européenne et la France protègent d'abord ses citoyens. Du coup, ça c'est une spécificité, c'est qu'on prend en compte effectivement tout ce qui est données personnelles, protection des données personnelles, protection ensuite de l'identité, de son identité numérique. Voilà.
Spécialiste que tu es, pense-t-elle que l'AI Act est suffisant? Qu'est-ce qu'il faut encore réglementer dans le fait intelligence artificielle? Je pense qu'il faut s'arrêter un peu là sur la logorée normative et prendre le temps de la saisir et en fait permettre aussi aux entreprises et aux institutions qui en sont la cible, il faut qu'elles prennent le temps de digérer. Je voyais un partage qui a été fait par le Numéum qui disait que le coût de l'implémentation de l'AI Act dans une entreprise PME, 300 000 €. Juste l'AI Act. Je ne vous ai pas parlé des autres réglementations. Du coup, je pense que là, on respire, on prend le temps de comprendre un peu la réglementation, parce que je ne sais pas qui a mis le nez dans ces réglementations-là, il faut s'attacher. Et donc, voilà, prendre le temps, voir aussi comment une loi, attention, c'est la juriste qui parle, du coup je vais être un peu passionnée, mais la loi c'est une matière vivante. Du coup, prenons le temps aussi de savoir comment ces entreprises-là, ces institutions vont s'accaparer cette loi, vont la faire vivre. Est-ce qu'il n'y aura pas des écueils? Est-ce qu'il ne faudra pas justement l'amender? C'est tout le sujet justement de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a fait une réglementation sur l'usage pour nous permettre aussi d'être des entrepreneurs de normes, et ce n'est pas que l'État, j'insiste, ce sont également les PME et autres entreprises. Cet AI Act va nous arriver, il va falloir effectivement le confronter à nos conditions, aux impératifs économiques, aux conditions réelles. Et donc, à partir de ça, on va créer des cas d'usage, on va faire un peu des expérimentations, et puis il faudra amender ensemble pour gagner en performance, pour libérer l'innovation et toujours protéger ses citoyens. Est-ce que tu vas jusqu'à dire qu'on a été un peu trop loin dans l'effort réglementaire avec cet acte, qu'on a une perte de compétitivité en puissance devant nous? Non, je dirais pas qu'on est allé, je dirais pas qu'on est allé trop loin. Je dis juste que je suis pas sûre ici qu'on ait tous lu les 10 projets, même pas 10 projets, parce qu'en fait les 10 réglementations qui composent l'AI Act. Ce qui me permet de dire en fait, pour s'en sortir, il faut vraiment avoir une vraie stratégie juridique, finalement prendre ces projets, les analyser dès aujourd'hui et soumettre aussi la technologie, tous vos projets d'intelligence artificielle, tous les projets d'innovation avec de l'intelligence artificielle, voir comment est-ce que ça va, effectivement, ça va se confronter à cette réglementation. Pour ce qui est de la gendarmerie nationale, oui, je trouve que c'est allé un tout petit peu trop loin. Je me permets juste ce petit moment-là, parce que, en fait, ce projet de réglementation, vous saviez, c'est horizontal. Tout le monde a la même enseigne. Du coup, la spécificité justement des forces de sécurité intérieure, la spécificité de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les forces de sécurité intérieure, par les PME, par les entreprises et grandes entreprises, même enseigne. Je dirais même mieux, les PME et les entreprises sont effectivement plus gâtées que ces forces de sécurité à l'intérieur, où on voit en fait, depuis 2 ans, on travaille sur ces projets, il y a une véritable suspicion envers l'État. On a une véritable suspicion envers l'État qui pourrait détenir en fait des systèmes d'intelligence artificielle. C'est pour moi la grande faiblesse de ce projet de réglementation, non pas que je travaille pour la gendarmerie nationale, mais parce que en fait on oublie aussi que ces systèmes d'intelligence artificielle sont essentiels pour nos entreprises, pour libérer l'innovation de l'entreprise, pour finalement sécuriser aussi nos citoyens qui naviguent sur ce territoire numérique. Un exemple, les deepfakes, 900% d'augmentation par an de fausses informations sur Internet. En réalité, tous les jours, chacun de nous diffuse une fausse information, sans le vouloir, pas d'intention, mais vous la diffusez quand même. Du coup, la gendarmerie, anticipant, voyant un peu ce sujet-là, mais parce qu'effectivement, elle a dans ses murs des scientifiques qui avaient vu un peu le vent venir, a créé, il y a 6 mois, une application, enfin, a créé. Elle a été finalement primée pour l'application qu'elle a créée, qui s'appelle une application qui s'appelle Authentikia, qui permet d'identifier justement la fausse information, qu'elle soit vidéo, qu'elle soit textuelle ou que ça soit une image. Vous ne pouvez pas, vous,
le faire à l'œil nu. Du coup, ça a vraiment un intérêt, voilà, que des forces de sécurité intérieure qui se doivent, là aussi, de vous protéger sur Internet, parce qu'en fait, on ne fera pas sans, parce que ça ne va faire que s'amplifier, et ça ne fera que s'amplifier avec de l'intelligence artificielle qui nous permettra toujours d'aller beaucoup plus vite et d'accéder toujours plus vite à des informations. Il est essentiel que la gendarmerie se dote de finalement, de ces technologies-là pour vous informer, vous prévenir, et justement, ensuite, pour vous permettre d'être finalement plus vigilant ou finalement de pouvoir comment dire, avoir droit à des réparations quand finalement ça a atteint votre réputation. Ça a donc vraiment tout un intérêt, en tout cas pour le ministère de l'Intérieur. Voilà. Je vous propose qu'on termine sur un troisième sujet qui est également cher à ton cœur, je le sais, cher à notre cœur à tous. C'est les femmes dans le secteur, en particulier sécurité, défense, et puis maintenant associé à l'IA. Alors, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on est toujours victime de barrières, voire de préjugés? Est-ce que c'est plus difficile? Quelle est ta lecture? Lâche-toi. Lâche-moi. Il y a un général de gendarmerie dans la salle, je crois que tu peux quand même te lâcher. Comment? Si, je peux pas me lâcher. Alors, avant les femmes, je vais parler quand même d'un autre sujet qui est celui du doctorat en France et donc de la valorisation de la recherche en France. En réalité, moi, quand j'ai fini mon doctorat sur l'intelligence artificielle dans les guerres en 2050, je me souviens très bien qu'à la fin de ce doctorat, on m'a dit, bon, bah, du coup, à 100%, on m'a dit, mais du coup, tu pars aux États-Unis? Ben non. Non, j'ai le service public qui coule un peu dans mes veines, là. J'ai encore envie de travailler pour mon pays, qui plus est pour le ministère des Armées ou pour le ministère de l'Intérieur. Non, mais ils n'y pensent pas. Tu as fait un doctorat sur la question. Enfin, tu seras beaucoup mieux payé aux États-Unis ou dans un autre pays. En plus, tu seras valorisé. Va au moins en Allemagne. En Allemagne, si tu veux, on met en avant ton statut de docteur. Enfin, tu vois, on met en avant que tu as fait quand même des études et que tu as fait de la recherche là-dessus. Non, je vais rester en France. Faut avoir les épaules solides, hein. Parce que je trouve qu'il y a un vrai sujet là-dessus, c'est qu'on ne valorise pas assez la recherche, qui est la raison pour laquelle il y a aussi des fuites de cerveau, au-delà même de ceux qui font un doctorat, parce que bien évidemment, ils sont mieux payés dans le privé. Très intéressant, mais tu n'as très habilement pas répondu à la question. Oui, si, je vais parler maintenant des femmes. Bien sûr que je vais parler des femmes. Alors nous, dans nos laboratoires de recherche à la gendarmerie, on a des femmes. Mais parce que, alors, petite spécificité, là aussi, gendarmerie, il y a une vraie... On facilite en fait l'accès à des postes à responsabilité pour des femmes, autant quand elles sont militaires que quand elles sont civiles. Du coup, en fait, au sein du ministère de l'Intérieur, franchement, c'est hyper agréable d'être une femme. D'être une femme dans le numérique, je ne vois pas encore de grosses faiblesses sur ce sujet-là. Ensuite, bien évidemment, plus largement, ça manque de femmes. Pourquoi ça manque de femmes et pourquoi en fait on est là à braquer le sujet sur les femmes? C'est juste qu'effectivement, parfois, alors surtout dans le milieu de la sécurité-défense, sur des sujets comme l'intelligence artificielle, où il est essentiel de croiser des regards, à la fois des regards culturels, mais aussi des regards justement de genre. Il est essentiel que cette équipe-là soit composite. Juste parce qu'en fait, un homme et une femme, l'égalité s'arrêtant là, on n'a pas la même manière de voir les choses, et c'est tant mieux. C'est comme ça on crée des systèmes d'intelligence artificielle dits inclusifs. Du coup, effectivement, il faut booster ça, et en réalité, il faut que les femmes n'aient pas peur des sciences, et au-delà de ça, effectivement, le vrai sujet de la confiance en soi pour prendre des postes là où en fait elles ont tous les droits en fait autant qu'un homme. Voilà. Mesdames, vous l'aurez compris, engagez-vous. Oui. Merci docteur. Exactement ça. Merci à vous, merci à toi.